On est dans la dernière ligne droite de ces élections à la Knesset. Le scrutin, c'est donc mardi prochain, 17 mars. Nouveau débat, nouvelle page spéciale ce soir sur i24 News. Je salue dans ce studio Emmanuel Navon. Bonsoir. Vous êtes membre du comité central du Likoud, donc le parti de Netanyahou. On est également avec David Harari. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de l'Union sioniste. Et nous sommes aussi avec Daniel Haïk, notre analyste politique. Bonsoir. Merci. On sera également en direct de nouveau avec bien deux réunions d'un style très différent qui ont lieu ce soir. Deux meetings d'un genre très différent. D'abord celui de Yair Lapid qui est à Holon. C'est Cyril Amar qui suit ça pour i24 News. On le retrouvera dans un instant avec évidemment les autres correspondants d'i24 News pour les chaînes arabes et anglaises. Et puis on sera également à Kfar Tzion dans le Gush Etzion pour la réunion de Naftali Bennett avec Léa Berdugo qui nous donnera les principaux points abordés par le leader de Foyer Juif. Alors des informations à retenir ce soir. D'abord on va évoquer ce qui s'est passé il y a quelques instants, Daniel, parce que c'est un événement, on ne l'avait pas entendu encore dans cette campagne, et c'est quand même un paradoxe. C'est Netanyahou qui s'est exprimé ce soir à la télévision israélienne. Oui, Benjamin Netanyahou qui est intervenu sur la première chaîne de télévision israélienne et sur la seconde chaîne de télévision israélienne. Une sorte de forcing pour Benjamin Netanyahou qui essaye, on va dire presque de rattraper le temps perdu, qui essaye de modifier son message. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'on passe, vous savez qu'on a dit que depuis le début de cette campagne que le domaine de prédilection de Benjamin Netanyahou c'était le sécuritaire. Eh bien ce soir, Benjamin Netanyahou comprend qu'une partie des voix du Likoud partent vers Moshe Kahlon, Moshe Kahlon qui brandit l'étendard social depuis le début de cette campagne, et donc il essaye de récupérer une partie de cet électorat du Likoud qui a fui en parlant de la société, des problèmes sociaux, et de reconnaître même certaines de ses erreurs dans ce domaine. On ne parle plus de Benjamin Netanyahou qui il y a quelques jours encore était au Congrès américain et essayait de défendre la position d'Israël face au nucléaire iranien. On parle d'un Benjamin Netanyahou qui veut se donner une envergure de leader social, qui veut insister sur le fait qu'il a cette expérience et le fait que même les sondages, l'ensemble des sondages sur ce point sont unanimes. Effectivement, Benjamin Netanyahou est plus expérimenté et plus apte que Yitzhak Herzog à conduire, à être Premier ministre. Et donc, c'est sur ces cartes que Benjamin Netanyahou joue. Cela veut dire, d'une certaine manière, que Benjamin Netanyahou est dans une situation difficile, une situation périlleuse, il le sent, les sondages ne sont pas bons, les sondages sont en baisse, mais c'est une baisse qui est encore maîtrisée, on va dire, puisque même ce soir il y a eu un sondage sur la première chaîne de télévision, 25 pour l'Union sioniste, 22 pour le Likoud. Le Likoud donc reste derrière, mais Benjamin Netanyahou a besoin de ces 3 mandats pour qu'il y ait au moins une forme d'équilibre, parce qu'il estime que s'il y a un équilibre, eh bien il aura la coalition nécessaire pour former une coalition gouvernementale, il y aura le soutien de l'ensemble des partis. Mais s'il y a un écart trop grand, vous savez, c'est lui-même qui est rentré, qui s'est mis un peu qui est en train de se prendre dans son propre piège, c'est lui-même qui avait dit que c'est le parti le plus important qui doit former la prochaine coalition gouvernementale. Il faut qu'il puisse être au moins autour de l'Union sioniste, faire jeu égal pour essayer espérer former la prochaine coalition gouvernementale. Alors on verra les sondages dans un instant, mais d'abord un mot sur cette entrée tardive quand même dans l'arène, l'un et l'autre. Emmanuel Navon, peut-être, est-ce que vous trouvez normal que le candidat quand même sortant s'exprime aussi tard dans cette campagne ? Non, je ne trouve pas ça normal, pour vous dire la vérité. Je pense que cela fait longtemps qu'on aurait dû avoir d'abord un débat. Ouais. Je trouve qu'il n'est pas normal qu'on n'ait pas de débat entre les deux principaux candidats. Et lorsque Yitzhak Herzog a invité le Premier ministre à débattre, le Premier ministre aurait dû répondre positivement et débattre. Je crois qu'on nous doit cela dans une démocratie. Au lieu de cela, nous avons eu un débat entre des partis qui ne seront pas à la tête de la coalition, mais nous n'avons pas eu de débat entre les 2 principaux prétendants au poste de Premier ministre. Quant au sujet économique, je pense qu'ils auraient dû être discutés depuis longtemps. C'est un peu too little too late, c'est-à-dire 3 ou 4 jours avant les élections, se rappeler que la question... Sous la pression des sondages, sans doute. Non seulement sous la pression des sondages, mais je pense qu'au bout du compte, de toute façon, ces élections vont être des élections essentiellement sur le sujet économique et social, puisque la plupart des Israéliens, de toute façon, ne pensent pas qu'il y a une solution au conflit israélo-palestinien à court terme ou à moyen terme, qu'il soit de droite ou de gauche. Ni les partis de droite ni les partis de gauche n'ont de solution
plausible à ce conflit. En revanche, ce qui inquiète essentiellement les Israéliens aujourd'hui, ce sont les questions économiques. Et à mon sens, c'est là-dessus que va se porter l'élection et que les résultats des élections vont être essentiellement sur les questions économiques et sociales. David Harari. Écoutez, d'abord, je remercie M. Navon d'avoir dit ce qu'il a dit, parce qu'effectivement, j'aurais dit la même chose. J'estime aujourd'hui que ce qu'on voit actuellement et le déroulement des affaires et puis le revirement de M. Netanyahu ce soir montre en fait, excusez-moi de le dire, qu'il n'a pas d'expérience. Parce qu'à ce moment-là, un chef de gouvernement qui gouverne pendant 6 ans ce pays avec les problèmes sociaux aurait dû se rendre compte que c'était un problème, je dirais presque supérieur que le problème de l'Iran et des problèmes de sécurité qui sont importants, que je néglige pas. Donc, les électeurs devront décider. Et effectivement, je pense que cet écart qui devrait augmenter encore plus pourrait justement montrer qu'il est nécessaire aujourd'hui de s'occuper des véritables problèmes d'Israël. Je ne néglige pas la sécurité, personne en Israël ne néglige la sécurité, mais je dirais encore plus, la sécurité n'est pas le privilège d'un seul parti. C'est tout le peuple qui doit s'en occuper. Donc, mettons de côté et occupons-nous des problèmes sociaux. Ouais. Alors, c'est vrai que si on regarde les sondages, on va le voir maintenant avec les derniers qui ont été publiés aujourd'hui, notamment celui du quotidien Haaretz ou celui du site d'information Globe, on voit qu'il y a toujours ce phénomène, Daniel Haïk, c'est-à-dire que l'Union sioniste est devant, 24, vous disiez 25, 22 tout à l'heure, là c'est 24, 21, avec une progression effectivement de Kulanou, le parti de Kahlon qui est à 11, Foyer Juif qui se situe toujours autour de 11, 12 pour Yesh Atid, Yair Lapid, on ira tout à l'heure voir d'ailleurs le discours de Yair Lapid, et puis 13 pour la liste Arabudi. On va voir également les autres partis qui auront un rôle aussi sans doute important à jouer quand il faudra former cette coalition. Ça on le verra tout à l'heure, ou on va le voir maintenant. Les petits partis qui sont autour du seuil d'éligibilité. Voilà, et notamment celui de Lieberman qui tombe à 4. Lieberman à 4. Tous les partis qui sont autour du seuil d'éligibilité, si un de ces partis passe en dessous, bien toutes les cartes sont redistribuées. C'est-à-dire, et là, ce sera tout à fait complexe de savoir, de déterminer vers qui vont se reporter ces voix, en tout cas. C'est-à-dire, ça sera tout à fait difficile de redéterminer un échiquier politique par rapport à un échec éventuel, même du Meretz, même de Yachad, même de Lieberman. Alors, on voit aussi l'autre sondage du jour, qui était celui de Globe, qui donne aussi la même tendance, mais on va juste voir justement quels sièges sont attribués pour l'Union sioniste, donc Berzog. C'est 20-80 là la différence. Qu'est-ce qui a fait basculer, à votre avis? Parce que c'est pas seulement le silence de Netanyahou, Emmanuel Navon, qui a fait basculer cette campagne là depuis quelques jours, clairement, dans cette tendance-là de l'Union sioniste devant le Likoud. Vous voyez un événement pour expliquer ça? Je pense que, vous savez, d'abord, il y a le phénomène de l'usure du pouvoir. Quand on est au pouvoir, c'est toujours plus difficile de se faire élire que quand on est dans l'opposition, puisqu'on peut on peut plus promettre quand on est dans l'opposition que quand on est au pouvoir. Je pense aussi qu'en termes de la campagne du Likoud, il y a beaucoup à redire. Une campagne qui est malheureusement essentiellement négative et pas positive, et qui ne fait que d'envoyer des messages négatifs au lieu de proposer des choses concrètes à l'électorat. Et je crois que cela, on voit les résultats aujourd'hui. Je n'ai pas caché ma critique sur cette campagne, sur son contenu ou sur son manque de contenu, alors que l'Écoute jusqu'à aujourd'hui n'a toujours pas publié un programme économique. C'est indéfendable. Et donc je pense que cela se voit dans les sondages. Ouais. Il y a un paradoxe quand même, David Harari, c'est que dans le sondage d'Haaretz aujourd'hui, quand la question est posée qui sera celui le plus à même de remplir la fonction de Premier ministre, c'est toujours Netanyahou qui est devant Herzog. Absolument. Mais l'écart se réduit fortement. Exactement, justement. Mais c'est tout à fait normal. Le peuple est habitué d'avoir un leader qui a un charisme que nous reconnaissons, qui sait parler. C'est tout. Mais il faut analyser justement que, bien qu'il ait ce charisme, il n'a pas su, d'après moi, mener le pays où il devait le mener. Ouais. Nous avons un pays qui a une économie très forte. Nous n'avons pas su utiliser cette économie à bon escient. Je crois qu'il y a aussi un élément, c'est que on en avait parlé au début de la campagne, il fallait trouver un moment où on déterminerait qui le peuple rend responsable de ces élections anticipées. Parce que historiquement, le peuple a toujours sanctionné le parti qui est tenu pour le responsable d'avoir anticipé les élections. Au début de la campagne, on pouvait hésiter entre le parti de Yair Lapid et le Likoud. Il s'avère que dans l'opinion publique israélienne aujourd'hui,
il est clair que Benyamin Netanyahou est le responsable de ces élections anticipées et peut-être qu'il est indirectement en train d'être sanctionné pour avoir provoqué. D'ailleurs, Benyamin Netanyahou ce soir l'a reconnu sur la première chaîne de télévision en disant « peut-être que je me suis trompé en provoquant ces élections anticipées ». C'est un aveu qui veut dire ce qu'il veut dire. Hein. Mais ça paraît étonnant quand même, parce qu'on sait que Netanyahou a été formé un petit peu à l'école américaine, que ce sont en général des campagnes politiques toujours très pensées, très préparées. Là, on a l'impression, justement, on a le sentiment inverse. Comment on peut expliquer ça? Parce que c'est quelqu'un qui a quand même l'habitude de... Encore une fois, la campagne, malheureusement, la campagne du Likoud, en tout cas, laisse beaucoup à désirer, alors que les campagnes des autres partis, par exemple, si vous prenez Yair Lapid, dont objectivement... toujours positif. Non, mais objectivement, ses acquis, soi-disant, en termes de ministre des Finances, sont vraiment nuls. Et pourtant, il arrive à convaincre la population grâce à une campagne très, très professionnelle et très bien financée, puisqu'il a le plus grand nombre de députés à la Knesset, à se maintenir à 12 mandats, alors qu'au début de la campagne, il était crédité d'un effondrement électoral. Parce qu'il fait passer des messages positifs. Alors le fait que la plupart, que 99% de ces messages soient faux, pour ne pas dire mensongers, apparemment c'est pas ça qui détermine les résultats, puisque les gens le croient. Donc il a des messages positifs, il les répète, il a une campagne très professionnelle, et je pense que là, encore une fois, du côté du Likoud, la campagne laisse beaucoup à désirer, malheureusement. Et puis, encore une fois, le sujet économique qui, à mon sens, est le sujet qui intéresse le plus l'électorat. Je pense que Netanyahou a fait l'erreur de penser qu'il pouvait mettre ce sujet de côté et de ne parler que de l'Iran. Et les gens finissent par dire, écoutez, l'Iran c'est important, oui, mais il faut boucler ces fins de mois. Donc je pense qu'il y a eu d'abord une campagne malmenée, une erreur de stratégie de penser que les gens, on pouvait continuer de leur parler que des problèmes sécuritaires et pas des problèmes économiques. Alors que le Likoud, à mon sens, a beaucoup à dire sur les questions économiques, puisque Moshe Kahlon, par exemple, lorsqu'il a fait sa réforme dans les télécoms, dans un gouvernement du Likoud, il a appliqué le libéralisme économique en brisant les monopoles. C'est ça le libéralisme économique, c'est de briser les monopoles. On devrait en être fier. Au lieu de cela, on ne parle pas des questions économiques. Et ça, c'est une tragédie. Briser les monopoles, c'est ce que va faire Herzog ou pas? Ça, nous verrons. Il faudra voir d'abord comment on va faire cette élection, et ce gouvernement. S'il était là, je précise. Voilà, exactement. Ouais. Ça, c'est le problème. Mais je voudrais rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Je crois aussi que l'erreur de Bibi Netanyahou a été de penser qu'en faisant peur à la population, il aurait pu gagner des voix. Et ça, je crois que c'est lui retourner contre lui, parce que je crois, en tant qu'Israélien d'un certain nombre d'années déjà, on ne fait pas peur à un Israélien, en fin de compte. Le problème de la sécurité fait partie de nous tous. Ça fait plus de 70 ans que nous vivons dans le problème de la sécurité, que ce soit Daesh ou que ce soit les Fedaïn, que vous ne connaissez pas, vous êtes trop jeune pour ça. Nous avons toujours vécu. Donc, il ne fallait pas insister. Il fallait s'occuper du problème social qui est un problème très important. Je voudrais peut-être, pour essayer d'expliquer comment on est arrivé là, je crois qu'il y avait effectivement du côté de Benyamin Netanyahou et de son entourage un trop-plein d'assurance. J'en veux pour preuve, par exemple, l'émission satirique la plus populaire d'Israël, Eretz Nehederet, qui au début a présenté Benyamin Netanyahou comme celui qui ne peut que vaincre la campagne électorale, même contre son gré. Mais je ne peux pas faire autrement que de vaincre. C'était un peu son message, le message de l'image de celui qui représentait Benyamin Netanyahou sans faire campagne. Et quelque part, Benyamin Netanyahou est peut-être tombé dans cette image qu'il n'avait pas besoin de faire campagne, que d'une manière ou d'une autre, il avait une coalition quasiment assurée s'il respectait le schéma qui était le schéma le plus logique, pas la coalition qu'il a eue pendant les 2 dernières années, mais c'est-à-dire une coalition avec les orthodoxes et l'aile droite. Et finalement, on voit que c'est pas tout à fait vrai. Ce que je veux préciser aussi, c'est que l'échec de Benyamin Netanyahou, s'il y a échec, ne signifie pas un succès d'Yitzhak Herzog. C'est-à-dire que ça va être compliqué parce que même Yitzhak Herzog aura beaucoup de difficultés à composer une coalition cohérente. Elle sera de toutes les manières pas cohérente, mais une coalition avec d'un côté Lapid et les orthodoxes, d'un côté Meretz avec Lieberman. Tout ce monde-là devra se retrouver ensemble et on le voit, c'est quasiment ingérable. Donc cela ne garantit pas une coalition sereine. Et là, je pense que quelque part encore, comme je l'ai déjà dit, le rôle du président de l'État sera déterminant. Savoir est-ce que lui, il aura un mot à dire sur la manière dont on doit former la coalition gouvernementale, si peut-être finalement dans ce genre de situation, la meilleure option n'est pas un gouvernement d'union nationale entre les deux principales formations. Ça montre très bien que nous avons un
un problème dans au point de vue scrutin électoral en Israël. On ne peut pas continuer, parce que si vous envisagez les deux personnages qui peuvent créer le gouvernement ne reçoivent qu'à peu près que 20 à 25% de voix de soutien de la population. C'est quelque chose d'imaginable. La précédente fois où il y a eu des gouvernements d'union nationale, c'est-à-dire dans les années 80, 84, 88, le Likoud et les travaillistes ensemble avaient 75 à 80 mandats. Exactement. Donc alors que là c'est quasiment la moitié. Donc c'est un gouvernement d'union, il faudra rajouter au moins les orthodoxes, peut-être même le parti de Carlon pour arriver à une coalition majoritaire. C'est envisageable pour vous un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire qu'en fait le Likoud et l'Union sioniste pourraient s'entendre? Écoutez, c'était envisageable il y a encore 2 semaines après les sondages, dans la mesure où ce qui était envisageable il y a 2 semaines, lorsque le Likoud et le Parti travailliste étaient au coude à coude et que le Likoud était même en avance du Parti travailliste, ce qui était envisageable, alors d'après les sondages en tout cas, c'était un gouvernement d'union nationale avec une rotation où Netanyahou serait Premier ministre les 2 premières années et échangerait avec Herzog. Mais un cas de figure dans lequel le Parti travailliste aurait 3 ou 4 sièges de plus que le Likoud ne pourra pas avoir un rôle de leader dans la coalition et devra donc être en 2e position et donner la priorité au Parti travailliste. Et dans un tel cas de figure, Benjamin Netanyahou n'acceptera pas, il l'a dit d'ailleurs ce soir lui-même. Donc, d'après les sondages actuels, les derniers sondages en tout cas, le cas de figure d'une coalition d'union nationale semble reculer. Ce qui, comme l'a dit Daniel, ne signifie pas que Yitzhak Herzog aura une coalition de son côté. Parce qu'encore une fois, gagner les élections et les perdre, ça n'est pas forcément la même chose. Je veux dire par là, comme nous avons un système de proportionnel intégral, nous n'avons pas un vote à la présidentielle. Donc le fait d'avoir psychologiquement, effectivement, si le Parti travailliste est en avance, aura une importance psychologique. Mais stratégiquement, au bout du compte, il faudra former une coalition. Et là, ce sera un casse-tête pour Yitzhak Herzog. Alors, je voudrais qu'avant de poursuivre cette discussion, on aille justement, on retourne à Holon où on était tout à l'heure pour ce meeting un petit peu à l'américaine qu'a produit ce soir Yair Lapid, donc tête de liste de Yesh Atid. Cyril Amar, on voit que vous êtes bien entouré d'ailleurs derrière vous. De quel thème d'ailleurs a-t-il été question ce soir dans le discours de Lapid ? Jean-Charles, nous nous battons pour Israël et chaque voix compte. Voilà les 2 slogans qui ont été repris en chœur ce soir par les quelques 2000 militants du parti centriste Yesh Atid. Venaient acclamer leur performeur, leur showman Yair Lapid, qui a pris un véritable bain de foule ce soir ici au Palais des Congrès de Holon, car pour le parti centriste, les jeux ne sont toujours pas faits. Il reste 5 jours pour convaincre notamment ces 15% d'indécis, d'électeurs israéliens indécis. 5 jours, c'est une éternité pour le parti centriste, car rappelez-vous, en 2013, 2 jours avant le scrutin, le parti centriste Yesh Atid n'était crédité que de 11 sièges dans les sondages. Il avait fini par en obtenir, vous le savez, 19. Aujourd'hui, les sondages lui donnent en moyenne 13 mandats. C'est dire aujourd'hui si le climat est plutôt à l'optimisme. Un mot justement sur la manière dont Lapid mène cette campagne, avec beaucoup d'enthousiasme, on l'a compris. C'est une campagne un petit peu à l'américaine, très différente des autres leaders politiques en Israël. Oui, très coloré, des ballons bleus et blancs, des écrans géants. Shai Piron, le numéro 2 du parti, qui n'est pas connu pour être un guéluron, a même fait chanter la foule ici, les 2000 militants. Un mot évidemment sur les déclarations de Lapid, qui a évidemment énuméré la liste de tous les acquis de son parti au sein du gouvernement Netanyahou, notamment la circonscription obligatoire évidemment pour les ultra-orthodoxes, l'aide aux petites et moyennes entreprises, le revenu minimum pour les rescapés de la Shoah, et j'en passe. Il a évoqué évidemment tous les chantiers qui restaient à ouvrir pour le parti Yesh Atid, si toutefois il faisait partie de la prochaine coalition. Il voudrait faire partie de la coalition évidemment, mais pas d'un gouvernement d'union nationale, il a répété, car il avait fait campagne justement sur la réduction du nombre de portefeuilles ministériels, et évidemment un gouvernement d'union nationale équivaudrait à un élargissement des portefeuilles ministériels, ce que Yair Lapid ne veut entendre en aucun cas. On est resté un peu sur notre faim évidemment sur le jeu des alliances. Yair Lapid n'a pas dit clairement qu'il préconiserait auprès du président Rivlin de confier la formation du gouvernement à Yitzhak Herzog. En revanche, une chose est sûre, il a martelé, Binyamin Netanyahou ne devra pas être celui qui, le 18 mars, devrait former le prochain gouvernement en Israël. Merci Cyril Amar, donc en direct de Holon, tout près de Tel Aviv. Ça veut dire, Daniel Haïk, qu'on ne retrouvera plus une alliance Lapid-Netanyahou ?
Peu probable. Concernant l'Union nationale, je parlais des deux partis, du Likoud et du camp sioniste, qui ne représentent aujourd'hui que 20 à 25, on va dire 20 à 25 mandats chacun, environ 50 mandats au total, maximum dans le meilleur des cas. Je crois que quelque part, la formation d'un gouvernement d'union nationale aurait un intérêt, en attendant qu'on modifie le système électoral, c'est de renforcer justement les deux blocs idéologiques traditionnels et faire évaporer toutes ces formations centristes qui n'ont pas, on va dire, de colonne vertébrale idéologique, qui sont au centre, qui parfois peuvent se retrouver à gauche, comme c'est probable pour Yair Lapid, et que parfois au centre, comme c'était le cas jusqu'à présent. Je crois que c'est dans l'intérêt et du Likoud et de l'Union sioniste on va dire, d'affaiblir des partis comme celui de Yair Lapid et de faire en sorte que tout ce public-là qui vote au coup par coup, eh bien, retrouve, je vais dire, une identité idéologique à gauche clairement ou à droite clairement. À quoi ça correspond, à votre avis, dans la société israélienne aujourd'hui, ce vote au centre qui semble devenir, pas une mode, mais en tout cas un vrai phénomène? C'est pas une mode, mais enfin, vous voyez quand même, c'est un parti du centre, mais basé sur l'économie, basé sur justement l'industrie, le développement des entreprises. Donc nous avons réellement un problème. J'aurais préféré qu'il soit relié à l'Union sioniste, bien sûr, mais ça montre quelque chose. Dans mon esprit et dans ma façon de voir, Lapid et Herzog devraient faire bloc. Est-ce qu'ils le feront? Ça, c'est autre chose. Mais c'est certain, parce que en fait, les problèmes que Lapid veut résoudre, ce sont les mêmes problèmes que l'Union sioniste propose. Mais ce sont aussi les problèmes du Likoud. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas parlé que les problèmes n'existent pas pour eux. Et c'est ça où je crois que nous devons jouer. Je crois que, vous savez, Israël a une force extraordinaire. C'est dans l'union. Et la preuve, c'est que dans toutes les guerres, nous sommes tous unis, dans toutes les campagnes, quels que soient les gouvernements. Et je ne comprends pas comment, pour le problème social, nous avons une scission dans ce pays-là. Et là, nous devons peut-être changer. Moi, j'espère que ces élections auront montré que, d'abord, on a intérêt à avoir une union. Je dirais plus. Prenons la liste du Parti arabe. Et je crois qu'ils nous ont donné une leçon que 4 partis d'idéologie totalement différentes, d'un extrême droite à l'extrême gauche, ont su s'unir. Oui, ils ne seront pas unis après parce qu'ils sont déjà, en polémique autour du transfert des voix à Meretz. Au moins, ils ont montré, et la preuve, c'est qu'ils vont avoir un certain nombre de voix assez important, relativement, chose qu'on n'aurait jamais pensé. Ouais. Manuel Navon, sur ce rôle du centre, là, aujourd'hui, qui presque forme un bloc à lui tout seul aujourd'hui en Israël, presque autant que... Je pense que ce n'est pas une question d'un nouveau phénomène ou d'un centre. Il faut bien comprendre que, d'abord, nous avons ce problème de base de cette proportionnelle intégrale qui crée un morcellement politique. Mais dans le passé, comme l'a rappelé tout à l'heure Daniel, nous avions à droite et à gauche des partis beaucoup plus importants qui étaient ancrés avec 40 députés. Et ils se sont réduits ces 20 dernières années. Alors, on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi, mais un des phénomènes, une des raisons en tout cas, c'est d'abord qu'il y a eu des scissions au sein de chaque bloc, dans la mesure où, par exemple, à droite, le Chasse, qui s'est formé dans les années 80, a pris une grande partie de l'électorat du Likoud. À gauche, le parti Meretz a pris une grande partie de l'électorat du Parti travailliste. Mais aussi, nous avons cette médiatisation à outrance de la politique qui fait que quelqu'un comme Lapid, par exemple, il y a 20 ans, ou 30 ans, il serait allé automatiquement au Parti travailliste. Aujourd'hui, chacun veut son propre parti. Chaque star du showbiz ou du journalisme veut son propre parti. Et cela ne fait qu'aggraver ce morcellement. Et cela rend le pays ingouvernable, parce que les grands partis ou les anciens grands partis ne représentent plus que 20% de l'électorat. Et ils ne peuvent plus former de coalition. On le voit d'ailleurs avec les sondages. Ni le Parti travailliste ni le Likoud ne peuvent véritablement former à eux seuls une coalition. Et ça, c'est un véritable problème. Et donc, ce n'est pas qu'il y a... Vous savez, le vote de centre, il n'y a pas de centre. Les gens sont de droite ou de gauche, et au bout du compte, c'est vrai que Lapid, c'est plus ou moins un parti de gauche. Je veux dire, la plupart de ses membres sur sa liste sont des gens de gauche, donc ne nous leurrons pas, c'est pas un parti centriste. Mais je pense que la proportionnelle intégrale et la métadisation encouragent ce morcellement, et bien entendu, au bout du compte, il faut une réforme du système électoral. Est-ce qu'elle aura lieu? À mon grand regret, non, parce que les petits partis refuseront de faire passer une réforme électorale qui les éliminera de la carte politique. C'est le serpent qui se mord la queue depuis la création de l'État. Même Ben Gurion lui-même voulait le faire et n'a pas pu le faire, parce qu'encore une fois, on ne peut pas attendre des petits partis qu'ils se tirent dans le pied en faisant passer une réforme qui les éliminera de la carte politique.
Je dirais que le grand problème, cet affaiblissement des grands blocs, des grands partis, c'est un affaiblissement idéologique. Et je crois que quelque part en Israël, c'est un problème. L'État d'Israël s'est fondé sur des grandes idéologies, soit le socialisme, soit le nationalisme. Mais quelque part, après 60 ans d'existence, puis 70 ans d'existence, on constate aujourd'hui qu'il y a eu, et je crois que c'est marquant depuis l'arrivée de Kadima chez l'échiquier politique israélien, on a un affaiblissement des grands socles idéologiques. Il y a des gens qui, de gauche comme de droite, ont estimé que finalement, à travers le processus d'Oslo, à travers la volonté d'une forme de normalité de l'État d'Israël, on pouvait se débarrasser d'une forme d'idéologie, que ce soit de droite ou de gauche, pour essayer d'être plus pragmatique, plus réaliste, avoir une réelle politique plus normale, et essayer de parler véritablement des problèmes qui sont des problèmes de la vie de tous les jours, d'une société occidentale de tous les jours. Et quelque part, je crois que c'est un danger. C'est-à-dire, c'est important, mais on ne peut pas se déconnecter d'une idéologie. Je crois que dans la vie dans laquelle on vit, dans l'État d'Israël, un État qui est toujours en guerre, qui n'a pas résolu tous ces problèmes, il faut maintenir un socle idéologique et le centre ne propose pas ce socle idéologique. On va quitter le centre justement pour aller dans un parti qui a une idéologie, lui c'est celui de Naftali Bennett, foyer juif. Clairement, ce soir on va dire que c'est une réunion qui est organisée devant un public acquis à la cause de Bennett, puisque vous êtes Léa Berdugo dans le Gush Etzion, où Bennett justement vient d'arriver ce soir pour une réunion. Exactement, Naftali Bennett vient d'arriver et ici plusieurs dizaines de ses partisans sont présents pour l'écouter, développer les idées de son programme, mais surtout l'écouter jouer de la guitare. Beaucoup de partisans sont venus l'écouter et beaucoup d'entre eux sont déjà convaincus par son programme. Ils sont juste ici pour montrer leur soutien à ce candidat, chef du parti Foyer Juif. Ouais. Merci Léa Berdugo, on n'a pas le temps malheureusement d'écouter Bennett jouer de la guitare. Ça aussi c'est une des caractéristiques, on va dire, de la vie politique israélienne, c'est qu'on a des partis qui s'adressent plus précisément à une clientèle, ce qui est peut-être le cas de Foyer quand on pense à ceux qui vivent dans les implantations. Quand on pense comment ce parti vient d'où, il est totalement différent. Alors lui, effectivement, Bennett essaye d'élargir son parti et de prendre d'autres choses, mais il reste au fond lié au parti religieux traditionnel que nous avions il y a déjà 40 ans. Je pense que là aussi, ce sectorialisme est encouragé par la proportionnelle intégrale, c'est-à-dire que c'est un problème de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire qu'on dit toujours que le système majoritaire n'est pas adapté à Israël parce que la société israélienne est tellement diverse, mais cette diversité est alimentée par la proportionnelle intégrale. Et donc je pense qu'il faut revenir à des partis non sectoriels. Et en fait, les deux seuls partis non sectoriels en Israël, c'est le Likoud et le parti travailliste. Malheureusement, encore une fois, les petits partis ont réalisé qu'ils ont plus de pouvoir de chantage sur les gouvernements en se formant en parti sectoriel qu'en se joignant à des grands partis. Ouais, j'adhère tout à fait à ce que Emmanuel. Un mot, je remarquais quelque chose. Le parti travailliste n'a remporté les élections au cours des 25 dernières années que lorsqu'il ne s'est pas appelé parti travailliste. Il s'est appelé le parti de, je crois que ça s'appelait Yachad à l'époque, de Barak, Israël Echad. Et aujourd'hui, ça s'appelle le camp sioniste. Remarquez, c'est assez symptomatique. Peut-être que même du côté du parti travailliste, on comprend que l'idéologie traditionnelle du parti travailliste, elle est plus porteuse aujourd'hui. Merci Daniel Haïk, merci David Harari, merci Emmanuel Navon. On continue cette spéciale élection dans un instant avec notamment en invité Yaakov Amidror dans une dizaine de minutes. À tout de suite. Suite de notre spéciale élection à la Knesset, à quelques jours donc du scrutin prévu pour le 17 mars. On accueille à présent Rudy Saada. Bonsoir Rudy. Bonsoir Jean-Charles. Spécialiste des réseaux sociaux. Et donc effectivement Rudy, on peut dire qu'on est dans cette fameuse dernière ligne droite, celle où tout peut arriver. Ouais, on y est entré avec les derniers sondages. Désormais, chaque parti sait à quoi s'en tenir et surtout où orienter les choses dans la communication dans ce dernier week-end. Alors, il y a ceux qui paniquent, ceux qui luttent pour leur survie, puis ceux qui sont dans une certaine euphorie. On va le voir dans un instant. Mais avant, je voulais vous parler ce soir du dispositif justement pour cette dernière ligne droite qu'a mis en place le parti Yair Lapid, Yesh Atid, pour ce week-end. Alors, on le sait, c'est un homme de médias. Sa campagne 2012 avait fonctionné énormément sur les réseaux sociaux. Il était plutôt discret là-dessus. Alors, il a mis un compte à rebours. Et là, sur ce moment décisif, il fait appel aux internautes. Il décide de les mettre à contribution avec deux actions. La première action, c'est cette bannière. On va voir cette bannière en disant, voilà, mettez cette bannière
sur votre page Facebook en disant voilà, je vote Lapid en haut de la page Facebook, et on encourage aussi même les internautes à remplacer leur propre photo de profil par celle de Yair Lapid pour apparaître sur les flots Facebook. Et puis pour aller chercher les dernières voix, celles des indécis, eh bien on va plus loin et on demande aux sympathisants d'envoyer les numéros de téléphone de leurs amis justement indécis pour pouvoir faire pencher la balance pour Yesh Atid. Donc vous pouvez l'envoyer directement aux gens qui s'occupent de la campagne en ligne de Yair Lapid. Alors on a vu ce petit carré avec les lettres noires, c'est le bulletin de vote. On expliquera d'ailleurs ce que ça signifie parce que ça correspond pas toujours aux lettres du parti en question. Alors certains tremblent dans cette dernière ligne droite, on le disait, Rudy, et notamment c'est le cas du Likoud. Oui, alors le Likoud on tremble, mais on l'assume, on le dit, les sondages ne sont pas excellents et donc on va jouer la carte de la peur avec un nouveau message. Le prochain gouvernement sera, en cas de victoire du cancioniste, un gouvernement soutenu par les partis arabes. C'est la nouvelle voie de communication du Likoud et l'idée donc c'est de mobiliser l'électorat traditionnel du Likoud avec ce clip version catastrophe de ce qui pourrait se passer. On regarde. הנה תוצאות המדגם. המחנה הציוני מוביל ב3 מנדטים. הרשימה הערבית המשותפת, הפתעת הבחירות, עם 15 מנדטים במקום השלישי. נשיא המדינה מטיל את משימת הרכבת הממשלה על ציפי ובוז'י, שיפנו לרשימה הערבית המשותפת, יש עתיד, מרץ וכולנו. התמונה ברורה. אם קולות הימין יפוזרו והליכוד בראשות נתניהו לא יקבל מנדט ברור להרכיב את הממשלה, כל הימין ישב באופוזיציה. הדרך לממשלת שמאל קיצונית צלולה. Voilà, donc scénario catastrophe du côté du Likoud. En revanche, et c'est l'inverse évidemment Rudy, l'Union sioniste pense que la victoire est à portée de main. Ouais, on pourrait même dire il n'y a plus qu'à en fait. C'est un petit peu le son de cloche. Alors selon le dernier sondage, le camp sioniste se prépare à une victoire ou en tout cas un beau score et pousse ses électeurs à faire le dernier effort. C'est le message qu'on veut faire passer avec un clip plutôt solennel mais qui reflète la confiance actuelle dans le camp Livni-Herzog. On regarde. אומרים שככה זה, מהשמיים נגזר, כמו סוף של טרגדיה. כמו גורל אכזר, המדינה הפכה חברה בעם. העם הפך לכוח, לאף אחד אין כוח, אז מה נשאר לי לעשות? לברוח? לשכוח? או לעצור ולהגיד עד כאן. אני לא מחפש את הקשת בענן. רק מינימום של צדק, מיליגרם של תקווה, אור קטן שמהבהב בקצה המנהרה. אין שום דבר שנגזר עלינו משמיים, הכוח לשנות נמצא אצלנו. בידיים, לקחת את ההגה ממי שנוהג לתהום, להחליף פחד בתקווה, להתחיל לנשום, להתעורר. זה אולי הצ'אנס האחרון, לעצור את המפולת, להכניס היגיון בשיגעון. וכשהרקב מתחיל בשורש, כשהדג מסריח מהראש, הגיע הזמן שנתחיל לדרוש. אם במקום להסתכל אחורה ולבכות על חלב שנשפך, נצרף קול לקול, קול לקול, קול לקול, ונצעק. מהפך. Voilà, on a compris que le ton, c'est pas forcément l'euphorie, mais on essaye de dire aux militants que le moment est clé et le moment est important. Alors, le moment est important aussi pour le Likoud. Quelles sont justement les dernières cartouches du Likoud dans cette campagne ? On va faire dans le solennel aussi du côté du Likoud. On va le comprendre avec la musique que vous allez entendre. On revient à l'un des derniers discours de Netanyahou à la Knesset, discours dans lequel il défend son bilan et s'attaque à la gauche. Eh bien, je vous propose de regarder donc la réponse du Likoud. פעלנו כדי להטיל סנקציות עולמיות על איראן, כדי לעכב את תוכנית הגרעין שלה, ועכשיו כדי למנוע הסכם רע שיסכן את ישראל והעולם כולו. אבל אצלכם, לא פינית, לא עשית. ציידנו את צה"ל באלפים של מיירטים של כיפת ברזל. אלפים. מה שנתן הגנה לאזרחי ישראל. אבל אצלכם, לא פינית, לא עשית. מחברים את הנגב והגליל באמצעות כבישים, רכבות, מחלפים, מנהרות, גשרים, אבל אצלכם לא פינית, לא עשית. אנחנו סתמנו, בלמנו לחלוטין את הכניסה של מחבלים, של מסתננים למדינת ישראל, המדינה היחידה שהצליחה להשתלט על גבולותיה. אבל אצלכם לא פינית, לא עשית.
Alors, il n'y a pas que le Likoud et l'Union sioniste, il y a aussi Meretz qui a choisi la chanson. Oui, parce qu'il y a des partis qui travaillent aussi pour leur survie, tout simplement parce que le seuil est à 4 sièges, ils ne sont pas sûrs de les avoir. Et donc, ils ont diffusé une chanson d'un chanteur populaire en Israël en disant que tout ce que la gauche avait fait pour eux et qu'on ne pouvait pas se passer d'un parti de gauche. Cette chanson a fait énormément de clics cet après-midi sur les réseaux sociaux pour, entre guillemets, sauver la gauche, sauver le Meretz qui est plutôt mal en point. Merci Rudy Saada avec cette chanson justement Transition toute trouvée pour bien voir des portraits de femmes dans cette campagne de Lorraine Tolila et de Tal Shalev. Et justement ce soir, il s'agit de la tête de liste de ce parti de gauche Meretz, Zaheva Galon. C'est tout de suite. שלום, קוראים לי זהבה גלאון, אני עומדת בראשות מרץ, מפלגת השמאל הישראלית, ואני חושבת שמגיע לנו שיהיה לנו פה יותר טוב, אחר קצת. אני מעורבת המון שנים בפוליטיקה, פעילה בכל הדרגות, החל מלהיות מחלקת פליירים, מפגינה ברחובות, את יודעת, עושה את העבודה השחורה, ועד להיותי חברת כנסת, הייתי מזכ"ל רצ, מזכ"ל מרצ. זה לקח המון שנים, זה לקח למעלה מעשור, עד שנבחרתי, והדרך לא הייתה קלה, ולא הייתה סוגה בשושנים. התמודדתי המון פעמים, זה לא כמו שעכשיו, את באת, טרח, עוד לא אמר ג'ק רובינסון, את חברת כנסת. התמודדתי המון פעמים, ולא הצלחתי, ואם כבר הצלחתי, אז מרצ קיבלה פחות מנדטים. פוליטיקה זה משחק סכום אפס. כדי שאישה תיכנס, גבר צריך לצאת. והיו גברים שהיו פשוט המון שנים. גברים הרבה יותר חזקים, הרבה יותר בעלי אמצעים. אותם לא שואלים איך תסתדרי עם הילדים, זה כשהיו לי ילדים קטנים. איך תסתדרי עם הילדים? גברים אף פעם לא שואלים. בסופו של דבר לא ויתרתי, המשפחה שלי סביבי לא ויתרה, אמרה, את חייבת להמשיך, את לא מוותרת, ועשיתי את זה. אני אוהבת את העובדה שאני יכולה לשנות, שאני מרגישה שאני משנה, שאני מרגישה שאני משפיעה, שאני מחוקקת חוקים שיש להם משמעות כל כך גדולה, בכלל לגבי אנשים, אבל נשים בפרט. זה עושה לי את זה, אני בוכה כשאני לא מצליחה לחוקק חוק, ואני מאושרת כשאני עושה את זה, ואני אוהבת את המפגש הבלתי אמצעי עם אנשים, אני אוהבת לדבר, ואני יודעת שלא תמיד זה פופולרי, ולא תמיד זה בקונצנזוס, אבל הדבר הזה של לחדור לאנשים ולהשפיע ולשנות, בדברים שאני מאמינה בהם זה עושה לי את זה. אני חושבת שאם לא הייתה לי תמיכה משפחתית, גם מבן הזוג שלי וגם הילדים שלי, לא הייתי יכולה לעשות את זה. בן הזוג שלי בדרך כלל מאחורי הקלעים מאוד מלווה אותי. אצלו אני בוכה, אצלו אני מתפרקת, בדרך כלל אני מאוד פייטרית ונלחמת ונאבקת, אז אני באה הביתה ובוכה או מתפרקת. השוביניזם זה שם המשחק, עם כל זה שאני כבר מחוסנת, ואני לא משאירה מישהו בלי תשובה, את יודעת, אני יודעת לענות לכל דבר ועניין. את רואה את זה בעיקר ברגעי מבחן, ברגעי משבר, ברגעי חירום, נניח בימי מלחמה, ברגעים שיש מתיחות ביטחונית, כשאני יושבת באולפנים או אני מביעה עמדה, אז את רואה תמיד איזה גנרל לשעבר או מישהו מסתכל עלייך, כאילו מה? כאילו, באמת, את אישה, מה את מבינה? לא אכלתי איתנו מאותו מסטינג, לא שכבתי איתנו במערבים, לא צנחתי איתנו, אני לא יודעת איפה. אז תמיד את רואה זה ככה יוצא, אבל אני לא נותנת לזה להשפיע עליי. כל מה שגבר יודע לעשות, אישה עושה את זה הרבה יותר. או לא פחות טוב, בואי ננסח את זה ככה. אני לא מוכנה להיכנע לתכתיבים האלה ולציפייה הזאת שנשים תאמצנה דפוסי התנהלות או דפוסי התנהגות גבריים. אני זורמת כמו שאני לא מרגישה ככה. אני אוהבת להתלבש יפה, אני אוהבת להיראות טוב, לא תמיד אני מספיקה, לא תמיד אני מגיעה לפנפן, אבל אני אוהבת את זה ואני לא מוכנה להיכנע לדפוסים האלה. אני עושה את זה בדרכי שלי, במודל שאני פיתחתי. Il a beaucoup été question dans cette campagne des questions de sécurité. Et bien justement, on a ce soir un expert en matière de sécurité. Il s'agit de Yaakov Amidror, qui est le conseiller à la sécurité nationale pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Bonsoir Yaakov Amidror, merci d'être avec nous. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez curieux, inhabituel dans cette campagne électorale. On a vu se créer presque au moment de cette campagne un mouvement dit des commandants pour la sécurité d'Israël et où d'anciens généraux, d'anciens chefs du Mossad, comme notamment Shabtai Shavit, eh bien, ont donné finalement leur vision de la sécurité en critiquant le Premier ministre. C'est assez inhabituel ça en Israël. Comment vous l'expliquez ?
Avant tout, ce n'est pas si inhabituel que cela. Il y a en Israël un mouvement qui s'appelle le mouvement pour la paix et pour la sécurité et qui réunit des anciens officiers et des anciens chefs du Mossad et qui représentent, qui incarnent bien la gauche israélienne. Ce n'est pas donc inhabituel. C'est effectivement, cette fois-ci, peut-être que l'accent a été mis davantage sur l'aspect politique et ils ont donné beaucoup plus de voix, mais ce mouvement existe depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai écouté leurs arguments, il n'y en avait aucun qui était sécuritaire. Tous leurs arguments sont politiques. Par exemple, ils ont demandé pourquoi Binyamin Netanyahou avait libéré des milliers de prisonniers contre la libération de Gilad Shalit. Ce n'est pas une question sécuritaire, c'est une question politique ou éthique. Comment un pays doit-il se comporter face à un mouvement terroriste? Il y a effectivement des aspects sécuritaires, mais la question principale est politique. Ils ont également demandé pourquoi le Hamas avait plus de missiles sous l'ère Netanyahou qu'auparavant. Mais la véritable question, c'est de savoir si l'on doit lancer une offensive préventive. Donc ce sont des questions qui sont des questions davantage politiques que sécuritaires. Je n'ai entendu aucune question qui est pour axiome de base un aspect sécuritaire. Et évidemment, en Israël, il y a des opinions très diverses. Évidemment, à gauche, il y en a qui pensent qu'il fallait libérer des prisonniers contre Gilad Shalit et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a des opinions très diverses. Moi, je pense, par exemple, étant à droite, qu'il fallait libérer ces prisonniers. Donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi ces anciens officiers ont voulu critiquer Binyamin Netanyahou. Mais je peux vous dire qu'à droite, il y a des gens qui pensent qu'il faut lancer une offensive préventive contre le Hamas, et à gauche, non. Donc, vous voyez, donc, tout cela prête à confusion. Le Hamas n'aurait pas eu autant de missiles si l'on n'avait pas évacué la bande de Gaza. Donc il est très clair que pour des raisons diverses et non professionnelles, ces gens-là sont contre Binyamin Netanyahou. Ils ont le droit d'exprimer leur opinion. Je ne crois pas qu'il y a un argumentaire sécuritaire derrière ces critiques. Et en ce sens, ils ont contribué, ils ont utilisé leur grade militaire pour critiquer Netanyahou. Ouais. Mais alors il y a quand même aussi à l'intérieur des gens qui ne sont pas forcément classés à gauche, qui, en tout cas dont on ne savait pas qu'ils étaient plutôt affiliés à gauche, qui peuvent être de droite, comme vous l'avez dit. Il peut y avoir des opinions diverses à droite comme à gauche. Mais si on prend l'exemple de l'Iran, certains reprochent à Netanyahou d'avoir exagéré la menace iranienne, ou en tout cas d'en avoir fait un problème peut-être surdimensionné aujourd'hui, au détriment peut-être des relations avec les États-Unis. On sait que ça a été une vraie controverse, en tout cas dans cette campagne. Je ne crois pas que vous puissiez trouver aujourd'hui un expert qui vous dira que l'État d'Israël, sous la conduite de Netanyahou, a exagéré la menace iranienne. Il y a une vraie question. Face à cette menace qui n'est pas disproportionnée, la question est de savoir, est-ce qu'il fallait aller à la confrontation avec l'administration Obama ou épouser la ligne américaine ou pas? Mais personne ne vous dira que la menace iranienne est exagérée par Binyamin Netanyahou. Et la question est légitime, évidemment. C'est une question que l'on peut poser, car la menace iranienne est très grave. Et la relation avec les États-Unis est très importante pour nous. Mais si vous voulez mettre à l'ordre du jour cette menace iranienne, et le président américain ne souhaite pas insister sur cette menace iranienne, vous êtes obligé d'aller à une forme de collusion avec le régime, avec l'administration américaine.
Et pour citer la presse américaine, je dirais que c'est grâce à Netanyahou que la menace iranienne a eu droit à autant de médiatisation. C'est Netanyahou qui a amené cette menace iranienne au devant de la scène internationale. Évidemment, c'est une question légitime de savoir si oui ou non il fallait aller à la confrontation avec les États-Unis. Et c'est une controverse qui est légitime sur un point très précis. Il n'y a aucune intention de déstabiliser les relations avec les États-Unis, qui est notre allié. Nous avons évidemment d'énormes divergences avec nos alliés. Nous ne sommes pas les seuls à le dire, de toute façon. Certains de nos confrères européens le disent également, parfois de manière publique, parfois de manière plus discrète. Certains même d'anciens hauts fonctionnaires de l'administration américaine vous le diront. Donc la menace iranienne n'est pas une position simplement israélienne, c'est une position qui est partagée par un certain nombre d'experts dans le monde entier. Alors si on regarde maintenant, parce que évidemment le temps passe vite et on aurait beaucoup de questions à vous poser, Yaakov Amidror, mais si on regarde aujourd'hui, parce que vous l'avez exposé il y a peu de temps, mais cette menace aujourd'hui, on va dire la plus importante, elle vient du Hezbollah au Liban, parce que c'est là où on n'arrive pas à visualiser. Quand on regarde, il y a effectivement la Syrie, l'Iran, le Hezbollah au Liban, le Hamas évidemment au sud. Pour vous, la menace la plus prégnante, la plus importante, c'est quoi? Ce sont les missiles du Hezbollah au Liban pour Israël? La menace qui existe aujourd'hui, la plus grave, la menace la plus grave, effectivement, c'est celle du Hezbollah, mais qui n'est pas seul, il faut le rappeler. C'est un mouvement qui a été créé, fondé par le régime iranien. C'est le bras exécutif de l'Iran. Il reçoit ses ordres de Téhéran. On ne peut pas dissocier les deux. Avec tout le respect pour la menace du Hezbollah, l'Iran sera d'autant plus dangereuse lorsqu'elle aura l'arme nucléaire. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer à une riposte. Et c'est la raison pour laquelle l'État d'Israël investit autant d'argent dans le développement de ces missiles antimissiles. Mais il ne faut pas oublier le potentiel d'un Iran nucléaire. Et il faut traiter cette question avec la plus grande gravité. Et on ne peut pas dissocier donc cette menace du Hezbollah avec celle d'un Iran nucléaire. Parce qu'un Iran nucléaire rendrait encore plus dangereuse la menace qui provient du Hezbollah. Eh ben voilà, merci en tout cas pour cet éclairage. Évidemment, en 10 minutes, on n'a pas le temps de voir tous les problèmes, Yaakov Amidror, mais on a eu déjà quand même un aperçu. Je rappelle donc que vous êtes le conseiller pour la sécurité nationale du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui remet son mandat en jeu donc mardi prochain. J'étais le conseiller à la sécurité nationale, je ne le suis plus, et j'ai quitté mes fonctions il y a 1 an et demi, en novembre dernier. Merci beaucoup en tout cas de cette précision. Yaakov Amidror, merci d'avoir été notre invité ce soir. Aujourd'hui, je suis un chercheur, je n'ai pas de fonctions officielles. Et ancien général, merci, je le précise aussi également. Merci à vous.